Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Deuxième réunion du Conseil supérieur des universités des États membres des pays de l'IGAD qui s'est tenue dans la région d'Arta. Dans l'actualité internationale concernant l'espace, retour sur Terre réussi pour la capsule Orion après 25 jours dans l'espace. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a décoré le commandant de la base militaire italienne et un commandant de la Miadi 17. C'est une délégation conduite par le ministre de l'Intérieur Saïd Nouh, le directeur général de la police par intérim Omar Hussein et le directeur moyen généraux Ousmane Ahmed qui a été reçu donc à la primature dans le cadre de l'assistance de soutien à la coopération italienne. Deux officiers supérieurs de liaison de la police somalienne et les carabiniers italiens du commandement de la base militaire italienne à Djibouti ont été conviés à la primature. Il s'agit de M. Gennaro Scotto, le commandant de la base militaire italienne, et de M. Pierre Vittorio, commandant de la Miadi 17, qui ont été promus par le Premier ministre au grade de chevalier dans l'ordre national du 27 juin. Le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population et le financement de l'Union européenne dans le cadre du programme FEMFI, a organisé ce matin un atelier de formation sur la planification stratégique sensible à la dimension genre et renforcement des capacités institutionnelles à Djibouti. Cet atelier de formation va durer 10 jours, du 10 au 22 décembre prochain, au Palais du Peuple. Cette formation a été présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden, et a vu la participation de la représentante du FUNIAP à Djibouti, Aïcha Ibrahim, des représentants des points focaux des institutions et des ministères concernés. Cet atelier a été animé par un expert et il a été abordé durant cet atelier la formation à travers le processus de renforcement des capacités institutionnelles ciblant en particulier les points focaux au genre. L'objectif s'inscrit dans le cadre du lancement de ce processus de renforcement des capacités en planification stratégique sensible au genre. Le plaisir de contribuer au lancement de ce processus de renforcement des capacités institutionnelles en planification stratégique au genre. À travers ce processus de formation, il s'agit en fait de contribuer à l'incorporation des préoccupations et les expériences des femmes aussi bien que celles des hommes dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques, programmes et projets dans tous les domaines clés du développement, de manière à ce que les femmes et les hommes bénéficient d'avantages égaux et que l'inégalité ne puisse se perpétuer. Ceci appelle donc les gouvernements et toutes les institutions de développement à adopter une approche intégrée de l'égalité à tous les niveaux du processus de planification. Je vous propose également de suivre l'intervention de la ministre de la Femme et de la Famille. C'est un plaisir aussi pour moi aujourd'hui d'être présente à l'ouverture de notre atelier de formation concernant donc le renforcement des capacités institutionnelles sur la question du genre dans les planifications et projets. Conscient que le facteur humain est déterminant dans tout changement sociétal axé sur les valeurs des droits humains et du rôle essentiel de chaque acteur, services de l'État, autorités locales, organisations de la société civile, joue dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques et programmes, projets de développement qui sont axés sur les droits humains et l'égalité entre les hommes et les femmes. Le ministère de la Femme et la Famille lance un processus de renforcement des capacités institutionnelles en matière de planification sensible à la dimension genre. Ce processus de formation sur la planification qui intègre les indicateurs genre ainsi que les plaidoyers sensibles au genre ambitionne d'instaurer une démarche méthodologique et un savoir-faire, un savoir et un savoir-être pour que tous les acteurs et tous les secteurs du développement aient une dimension sensible à ce domaine et contribuent à la participation égale et inclusive des femmes et des hommes afin de s'assurer que les efforts de développement tiennent compte des besoins et des priorités de ceux-ci. L'objectif de ce processus de formation est de renforcer donc les capacités, en particulier ceux des points focaux genre sectoriels, en tant que catalyseur pour stimuler le processus d'intégration des questions d'égalité
en appui à la mise en œuvre, au suivi et évaluation des politiques et programmes de leurs institutions respectives, et ce, en leur facilitant la compréhension, le soutien à l'approbation des concepts et outils d'analyse genre et de toutes les étapes du processus de planification visant une approche inclusive des femmes et des hommes dans la promotion du développement durable. La ministre des Affaires sociales et de solidarité, Ouloufa Ismail Abdo, accompagnée d'une importante délégation, a participé du 6 au 8 décembre dernier à Abidjan, au Côte d'Ivoire, à la réunion de haut niveau sur le thème 2022, l'année africaine de la nutrition, renforcer la résilience nutritionnelle et la sécurité alimentaire sur le continent africain, ainsi que des systèmes agroalimentaires de santé et de protection sociale pour accélérer le développement humain et social. En raison de leur effet négatifs sur le développement du capital humain et la productivité, la faim et la malnutrition demeurent plus que jamais un obstacle majeur au développement économique et social de l'Afrique et éloignent les pays africains des réalisations des objectifs de Malabo de 2014 et l'agenda 2030 des objectifs de développement durable de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Cette réunion de clôture s'est achevée par la lecture d'un projet de déclaration qui contient 17 engagements forts et constitue un appel à l'action afin d'accélérer les investissements, la mise en œuvre et la coordination pour améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire en Afrique. Le ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, a représenté le président de la République au 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'EEACP qui s'est tenu à Luanda, en Angola, du 6 au 10 décembre, dont le thème était « 3 continents, 3 océans, un destin commun, construire une OEACP résiliente et durable ». La délégation jointe au ministre du Travail était composée notamment de notre ambassadeur en République auprès du Benelux, de l'Union européenne et de l'OTAN, Aden Mohamed Dileita. Et lors de ce sommet, le Kenya, qui a assuré la présidence pendant 3 ans, a passé le témoin au président du pays hôte, l'Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, pour les 3 années à venir. Durant les travaux de ce 10e sommet, les chefs d'État et de gouvernement ainsi que leurs représentants ont adopté plusieurs résolutions et déclarations qui étaient inscrites à l'ordre du jour. Le ministère de la Santé, en collaboration avec l'ambassade de Chine à Djibouti, a organisé une formation initiale de 2 jours sur l'acupuncture et le massage aux prestataires de structures sanitaires de Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur. Il est à rappeler que la République de Djibouti et la Chine entretiennent une excellente relation de coopération dans le domaine de la santé. Cette cérémonie a vu la participation de l'ambassadeur de Chine à Djibouti, M. Hu Bin, et du conseiller principal du ministre de la Santé, Abdelkader Mohamed Garad. Cette formation sur l'acupuncture et le massage est une pratique de soins médicaux de la santé dans la médecine traditionnelle chinoise. Cette pratique médicale reste très populaire dans le monde. De plus, sa reconnaissance et son influence internationale sont de plus en plus importantes. Le domaine de la santé, lui, n'était pas priorité de la coopération entre la Chine et Djibouti. L'équipe médicale chinoise en est une force importante. Comme dit par le Dr Howe, depuis 1990, le gouvernement chinois a envoyé au total 20 équipes médicales en dont 189 médecins à Djibouti. Les médecins de la 21e équipe, la dernière équipe, l'équipe qui organisait ces formations dirigée par Dr Howe ont surmonté des difficultés causées par la COVID-19, travaillé côte à côte avec leurs collègues djiboutiens pour fournir des services médicaux de haute qualité
aux habitants de Djibouti. Et de son côté, le conseiller du ministre de la Santé, Abdelkader Mohamed Garad, a indiqué donc et a saisi l'occasion de cette cérémonie pour réitérer ses sincères remerciements au gouvernement et à l'ambassade de Chine à Djibouti pour leur appui constant au secteur de la santé. On l'écoute. Merci beaucoup, salam alaikum. Tout d'abord, je voulais, au nom du gouvernement de la République de Djibouti et au nom du ministère de la Santé, remercier la République populaire de Chine pour l'excellente collaboration et relations qu'ils entretiennent avec le pays. Je profite pour remercier M. l'ambassadeur, M. Bin, pour sa présence et l'appui fait au niveau du ministère de la Santé. Je voulais remercier le chef de l'équipe médicale chinoise au niveau de l'hôpital Pelletier et l'ensemble des responsables du ministère de la Santé ici présents. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui réunis pour pouvoir participer au renforcement des capacités des prestataires ici présents. Ici, la médecine traditionnelle, qui est, comme vous le savez, la CIN, est spécialisée. Il y aura 2 jours de formation théorique ici dans cette salle, mais effectivement, il y aura par la suite un stage qui va se poursuivre d'une période de 3 à 6 mois au niveau du service d'acupuncture. Je ne peux que réitérer le remerciement du gouvernement chinois, surtout M. l'ambassadeur, pour cette initiative que l'équipe médicale chinoise a remerciée depuis l'arrivée de l'équipe médicale, la 21e équipe médicale chinoise. Il y a eu pas mal d'activités, à savoir les caravanes médicales au niveau des régions et aujourd'hui à cette formation qui peut apporter un plus à nos différents prestataires des structures sanitaires. La deuxième réunion du Conseil supérieur des universités des États membres de l'IGAD a débuté hier à Artaville et s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui avec la visite du campus de l'université de Djibouti ainsi qu'une prise de contact avec son équipe dirigeante. Cette rencontre interuniversitaire regroupe les présidents, recteurs, chanceliers et délégués des principales universités de la région, parmi lesquelles celle de Djibouti, bien évidemment, Khartoum, Addis Abeba, Nairobi, Makerere en Ouganda, Djigdjiga en Éthiopie et Afad au Soudan. Cette rencontre régionale a été officiellement lancée par l'adjoint au préfet de la région d'Arta, Mohamed Fouzi Ahmed, ainsi que le président de l'université de Djibouti, Dr Jamar Mohamed Hassan, qui a tenu à accueillir ses pairs en République de Djibouti. Au nom du secrétaire exécutif de l'IGAD, Dr Workne Gebeyehu, Mme Fathia Alwan a de son côté insisté dans sa brève intervention sur l'importance du secteur de l'enseignement supérieur pour l'intégration sociale et économique de la sous-région de l'IGAD. Le Conseil supérieur des universités des États membres de l'IGAD est l'organe représentatif et l'émanation du Forum des universités de l'IGAD suite à l'élection de son comité directeur qui s'est réuni pour la première fois en avril 2021. A toujours voulu faire leurs réunions et leurs conférences à Arta et pour cela nous remercions en ma qualité d'autorité des représentants des autorités de la région à l'intérêt et à la promotion que vous faites pour la région en essayant de faire participer vos agendas ici dans la salle des réunions du centre de Sinihil d'Arta. Cette deuxième réunion du conseil d'administration a certaines thématiques dans laquelle les représentants des universités de Khartoum, d'Addis Abeba, de Djibouti et de Nairobi et de la Somalie vont durant les 2 jours, discuter des voies et des moyens de leurs plans d'action et leurs perspectives communes. Et pour cela, nous déclarons ouverte la deuxième réunion du conseil d'administration ici à Arta. Je vous propose également de suivre l'intervention de la directrice de la santé et du développement social à l'IGAD, Fathia Alwan. Comme vous le savez aussi tous, le Conseil a tenu sa première réunion consultative en juillet 2021 à Khartoum. C'est alors que le Conseil a adopté son programme de travail et aussi a commencé à s'impliquer sérieusement dans les activités qui revêtent un intérêt majeur pour l'IGAD. À ce stade, je tiens aussi à souligner que l'éducation générale, au cœur du programme de l'IGAD, l'enseignement supérieur en particulier, est l'un des axes majeurs du développement socio-économique de nos États et de l'intégration régionale, tout en servant de socle à l'épanouissement intellectuel,
professionnels des citoyennes et citoyens de notre vaste espace sous-régional. Donc c'est la raison pour laquelle l'IGAD a priorisé la mise en place de ce forum des universités de nos États membres ainsi que du Conseil d'enseignement supérieur de l'IGAD. Donc le rôle de ce conseil est de servir, entre autres, des groupes de réflexion sur un certain nombre de thèmes et programmes régionaux qui revêtent aussi une importance cruciale sur notre sous-région. Plus que jamais aussi, le Conseil d'enseignement supérieur de l'IGAD se doit aller de l'avant dans la concrétisation du mandat qui lui a été confié et aussi fournir les orientations scientifiques qui puissent aussi aider à la réalisation des attentes socio-économiques, de l'intégration régionale, de l'atténuation de l'impact du changement climatique et au renforcement de la stabilité de nos États. Et cette deuxième réunion du Conseil supérieur des universités des États membres de l'IGAD s'est poursuivie aujourd'hui avec la visite du campus de l'université de Djibouti ainsi qu'une prise de contact avec son équipe dirigeante. À leur arrivée à l'université de Djibouti, la délégation a été accueillie par le président de l'université, Dr Jama' Mohamed Hassan. Cette rencontre interuniversitaire regroupe des présidents, recteurs, chanceliers et délégués des principales universités de la région. Et cette deuxième réunion du Conseil supérieur des États membres de l'IGAD a été organisé dans le but de redynamiser les travaux de cet organe exécutif des universités de la région de l'IGAD. Le rôle de ce conseil est de servir, entre autres, de forum de réflexion sur un certain nombre de thèmes et programmes régionaux qui revêtent une importance cruciale pour la sous-région de l'IGAD. Plusieurs recommandations ont été faites à la fin de cette visite et les experts en la matière ont pu notamment discuter des voies et moyens d'approfondir les liens entre les différentes universités des pays de l'IGAD. L'Institut des sciences de la vie du Centre d'études et de recherche de Djibouti, en partenariat avec la Direction de l'agriculture et des forêts du ministère de l'Agriculture et la FAO, a organisé, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des sols, une formation sur les pratiques agroécologiques lors d'une journée de champ-école sur la ferme agricole de Djamagedi à Dikil hier. Et cette journée a été organisée au bénéfice des agriculteurs leaders des régions de l'intérieur du pays. L'objectif de cette formation consistait à faire le point sur l'état et les enjeux liés à la fertilité des sols djiboutiens en rapport avec la production agricole, la nutrition animale et la nutrition humaine. Cette formation sur le terrain s'inscrit dans un vaste programme cadre prioritaire de recherche multidisciplinaire visant à assurer la sécurité alimentaire et la mise en œuvre par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, dans un contexte de changement global. Cette formation en pratique a été présidée par le directeur de l'Institut des sciences, Dr Abdurrahman, et la représentante de la FAO, Ricarda Mondri, et le chercheur agropédologue du Centre d'études et de recherche de Djibouti, Dr Sougé Cher, et des ingénieurs agronomes de la Direction de l'agriculture, ainsi que de chercheurs de l'IRD France, de la FAO et du Partenariat mondial des sols de la FAO à Rome et du réseau africain de laboratoires des sols Afrilab. De parler des sols et de la gestion durable des sols. Donc, il y a une alliance mondiale sur les sols, un partenariat mondial sur les sols, où tous les pays du monde sont partis de là, et Djibouti aussi, avec les CERT, ils sont partis de l'alliance pour les sols. Et aujourd'hui, on a aussi autre même d'alliance, de la partenariat Afrique sur les sols, personnes du Niger, de Botswana, du Sénégal. Et tous ensemble, on va parler avec vous de l'importance de la gestion durable des sols. Et on va parler avec tous les acteurs des sols, avec les agriculteurs, avec les personnes de CERT, les personnes de le gouvernement. On va parler ensemble de les sols parce qu'on va trouver une solution ensemble pour la gestion des sols. C'est pour moi un réel plaisir et un honneur d'être avec vous aujourd'hui et de prendre parole à l'occasion de la Journée mondiale des sols. Et le thème retenu de cette Journée mondiale de cette année, de 2022, est « Les sols,
c'est là où la nourriture commence. En effet, la perte des éléments nutritifs des sols est un processus de dégradation majeur qui menace la sécurité alimentaire. La Journée mondiale des sols 2022 et sa campagne visent à sensibiliser à l'importance du maintien de l'écosystème sain et du bien-être humain en abordant les défis croissants de la gestion des sols, en sensibilisant et en encourageant les sociétés civiles à améliorer de la fertilité des sols. Je vous propose également de suivre l'intervention du directeur de l'Institut des sciences de la vie, Dr Abdelrahman Daher. Nous avons l'honneur d'organiser ce matin un atelier très original sur les pratiques agroécologie. Cette formation a réuni les chercheurs scientifiques du CERD, nos partenaires de l'IRD, de l'INRA du Niger, mais également aussi de l'AFAO Rome, spécialisée sur les sols. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale des sols, qui est célébrée chaque année le début du mois de décembre. Et le thème de cette année porte sur le sol pour la nutrition. Et dans ce cadre-là, nous avions voulu nous rapprocher auprès des agriculteurs, les acteurs de la productivité nationale, afin de renforcer leurs compétences sur le sol. Nous savons que le sol est à l'origine de la productivité. Et c'est grâce à une meilleure connaissance des ressources biologiques qu'on peut développer la productivité nationale, mais également la production agricole. Et nous avons voulu, entre les chercheurs de l'Institut des sciences de la vie spécialisés en biologie, en partenariat avec les ingénieurs de la direction de l'agriculture et des forêts, apporter cette expertise spécifique aux agriculteurs pour mieux appréhender et avoir des approches agrobiologiques pour améliorer la production agricole dans leur propre territoire. Ensuite, l'idée et l'objectif, c'était à partir des cas pratiques sur la couleur du sol, sur l'acidité du sol, mais également sur la nature et l'aspect de la feuille, décrypter les contraintes que rencontre cette couche spécifique de la productivité afin de remédier et d'adopter des comportements agroécologiques et durables pour renforcer la production agricole nationale. Voilà l'objet et le cœur de cette formation qui était un cas d'école sur le plan national et qui ne sera pas la dernière, mais c'est le début d'une formation sur les pratiques agrologiques qui est lancée sur le territoire. En cette période donc, de saison fraîche où la prolifération des moustiques a le vent en poupe, les membres de l'association des jeunes pour la solidarité inter-Assedjog ont mené une lutte anti-paludisme sur tous les plans à travers 3 quartiers populaires de la ville d'Ali Sabié. Et dans un premier temps, les membres de tissu associatif en étroite collaboration avec les responsables sanitaires de la région ont organisé un atelier de formation pour les femmes influentes de ces zones d'habitation sur les méthodes de contamination du paludisme ou malaria ou celles efficaces pour se prémunir. Cette formation prodiguée dans cet atelier, les actions anti-paludisme qui sont suivies s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à la transparence, redevabilité et engagement physique supervisé par le Conseil régional. Il a bénéficié de l'appui financier du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Cette lutte multiforme anti-paludisme était axée sur la prolifération des nids de larves des moustiques et les moyens de les neutraliser. Sport à présent, le complexe sportif de la Côte d'Or à Maurice a une nouvelle fois été le théâtre d'un rassemblement sans précédent après le franc succès du lancement de la 12e édition des Jeux de la CGOCI. L'heure était hier soir à la clôture, un événement culturel pour toute la famille, amusant et gratuit, un moment très attendu par de nombreux spectateurs durant lesquels une ambiance festive a régné et a apporté beaucoup de joie et de bonne humeur dans le cœur des invités et des jeunes venus de différentes sous-régions de l'océan Indien. Une soirée animée par la star du pays, Prophétie, qui a fait un show remarquable après une semaine tendue, riche et en rencontres et échanges entre les jeunes de l'océan Indien. La soirée de clôture a permis à tout le monde de se détendre, danser et immortaliser le moment. C'était le moment de partager avec joie les nombreux accomplissements sportifs. Et après les discours des officiels, le drapeau de la CGOCI est passé au prochain pays hôte des Jeux de la CGOCI, les Seychelles, prévus en 2025. Et c'est le ministre mauricien du sport qui a passé le drapeau à son homologue séchellois. Honneur d'être présent sur le sol mauricien
pour venir célébrer cette grande messe de la jeunesse de l'océan Indien. À se rassembler aux Seychelles en 2025. Nous avons Seychelles en 2025. Et avis de recherche pour clore l'actualité nationale. La famille Abdelrahman Jama est à la recherche de sa fille Habiba Abdelrahman Jama, âgée de 17 ans, laquelle a été vue pour la dernière fois quittant son domicile vers 9h du matin le mercredi 23 novembre dernier. Son domicile qui est situé à la cité Nguela. Elle était vêtue d'une abaya de couleur noire et de sandales. Cette jeune fille est une personne vulnérable souffrant de troubles psychologiques. En cas de découverte, veuillez contacter le numéro standard du commissariat central de la police nationale au 21 35 27 61 ou de se présenter au siège de la brigade des mineurs, mais également le numéro de téléphone de la famille 77 08 66 62 ou le 77 53 22 29. En nouvelle du monde, à présent, retour sur Terre réussi pour la capsule Orion après 25 jours dans l'espace. Après avoir passé un peu plus de 25 jours dans l'espace et s'être rendu autour de la Lune, le vaisseau Orion de la NASA a atterri hier dans l'océan Pacifique, dernière étape d'une mission couronnée de succès et préfigurant le retour des humains sur la Lune dans les années qui viennent. L'amérissage a eu lieu au large de l'île mexicaine de Guadeloupe. La capsule, qui ne comportait pas d'astronautes à bord pour ce vol test, est entrée dans l'atmosphère terrestre à une vitesse de 40 000 km/h et a dû supporter une chaleur infernale de 2800 degrés Celsius, soit la moitié de la température de la surface du Soleil. Le vaisseau a été freiné dans sa vertigineuse descente par une série de 11 parachutes jusqu'à atteindre une vitesse d'environ 30 km/h au moment de toucher l'eau. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.